Julie, tu viens de me dire bon courage pour enchaîner après ce film. Ouais, effectivement, ouais, toujours aussi émouvant. Deuxième fois, deuxième fois, etc. Vous avez apprécié? Vous l'avez apprécié? Ouais, hein, ouais, c'est vraiment touchant. Bravo encore. Sola, je pense qu'on peut encore t'applaudir pour ce film avec Camille. Bravo. Alors, on aurait pu en avoir te laisser un petit mot avant de commencer, et puis aussi présenter Jade Verne qui vous a accompagné dans ce voyage. Jade qui est danseuse, cofondatrice du collectif Minuit 12. Peut-être que simplement, je vais te laisser la parole peut-être pour qu'est-ce que ça te fait de revoir ce film comme ça, et puis aussi quel a été le moteur, comment ça s'est passé cette construction de ce film, pourquoi on se bat, l'histoire un petit peu de ce film, si tu peux. Ouais, ok. Déjà, merci beaucoup d'avoir rempli cette salle, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que ça fait de le voir? Je ne vais pas vous le cacher. Moi, je l'ai vu à peu près 1000 fois, peut-être, dans des versions beaucoup moins intéressantes, j'imagine. Mais alors, comment est venu tout ça? Enfin, c'est une très longue histoire, mais quand on était en confinement avec Camille, on a eu l'occasion d'être en contact avec des scientifiques qui voulaient partir dans le nord-nord-nord du monde, puisqu'on allait en Arctique. Et finalement, ça c'est un Covid, comme d'habitude, ça s'est annulé. Sauf que nous, on était déjà dans l'idée de faire un film. On s'est dit, il faut qu'on raconte cette histoire, quoi qu'il arrive. Et on est tombé du coup sur l'équipage d'Arvik. Et ça naissait, je pense, de quelque chose qui était quand même pas mal coincé en nous, de se dire, mais comment est-ce qu'on peut encore parler à encore un peu plus de monde, cette fois-ci en essayant de ne pas faire un documentaire. Alors, pas faire un documentaire comme je les voyais moi. C'est-à-dire, il y a plein de petites subtilités, je ne sais pas si vous les avez ressenties, si ce n'est remarqué, d'essayer de changer un petit peu l'ADN des documentaires. Donc bon, effectivement, il y a de la danse, ça je ne peux pas vous le cacher, je pense que vous l'avez vu. Mais il y a des petites choses, par exemple les intervenants, les scientifiques, les activistes, etc. En général, moi, quand je regardais les documentaires, ils me faisaient toujours un peu peur. Et donc, dès que je pouvais les filmer, je les filmais toujours un peu de haut pour qu'ils rétrécissent un petit peu. Et je trouve qu'ils paraissent moins grands, mais du coup plus proches de nous. Et c'était des petites choses comme ça qu'on a essayé de mettre en place. Et je suis très content que vous voyez ce soir cette version-là, parce que c'est une version qui est disponible, enfin le film que vous venez de voir est disponible sur Internet. C'est 4 épisodes, c'est découpé en 4 épisodes. Et cette fois-ci, c'est la version longue que vous venez de voir. Et pour moi, c'est la meilleure version parce que c'est celle qui a été créée au début. Et pourquoi elle est importante pour moi? Je trouve que les bons films, n'importe quel film d'ailleurs, souvent, généralement, ils commencent par l'image. La première image, souvent, est un peu la plus parlante. C'est un peu celle qui résume le film. Et pour moi, c'est le cas. Enfin, c'est ce que j'ai voulu faire en tout cas dans le film. Là, sur cette version-là, vous avez vu un cerf au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui se soulève tout doucement. Et ben pour moi, c'était un peu le moyen de répondre à cette question. Pourquoi on se bat? C'est un peu ce que j'ai découvert avec Jérémy. On fait tout ça pour ça, en fait, pour toute cette vie qui est en train qu'on est en train de détruire, toutes ces espèces qui sont en train de s'effondrer, etc. Le fait de voir, comme il le dit très bien Jérémy, la vie se dérouler devant soi sans être acteur de cette vie pour une fois, parce que d'habitude on est toujours en train soit d'écraser des choses, etc. Machin. Là, cette fois-ci, il ne nous voit pas, et je pense que c'est un sentiment que je ne peux pas expliquer. Mais le fait de voir la vie se dérouler sans soi et de la voir au plus profond, c'est quelque chose qui me touche énormément. Et à chaque fois, j'ai un petit peu la voix qui tremble quand j'en parle. Et donc, du coup, là, le fait de pouvoir le montrer à l'image et d'essayer de vous le traduire de la manière la plus personnelle possible, on a essayé de vous montrer un petit peu Camille sans les artifices tels que je la connais, parce qu'en fait, moi, je la vois tout le temps. Donc, essayer de voir un petit peu, de vous embarquer avec nous, ça a été le but de ce film-là. Et je finirai juste sur le fait qu'en fait, c'est un film grand public, je pense que ça se ressent un petit peu. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'embarquer le plus de gens possible, d'où cette idée de nous filmer au plus proche et d'essayer de répondre à la fois à la question de pourquoi est-ce qu'on se bat nous, mais pourquoi il faut se battre en fait. Voilà.
Et Jérémy est un incroyable passeur également et une sensibilité qui est contagieuse. Hein. C'est vraiment, vraiment le mot. Alors, pour démarrer cette seconde partie de soirée sur la jeunesse à l'œuvre, on va revenir bien sûr sur le film au cours de cette discussion. Je voulais peut-être vous présenter également et puis présenter l'enjeu un peu de cette rencontre, puisque on parle de jeunesse. Et pourquoi est-ce qu'on parle de jeunesse? Parce que, évidemment, on la voit partout en acte, à l'œuvre, bien sûr, au front de cette bascule climatique qui a déjà commencé. Alors la bascule climatique a déjà commencé, c'est pas moi qui le dis, c'est Antonio Guterres la semaine dernière, c'est le secrétaire général de l'ONU. Il parle même d'effondrement. On le voit, Greta Thunberg, dans le sillage de Greta Thunberg, qui prend gentiment sa retraite déjà. Ce sont des centaines, peut-être des milliers de jeunes qui s'organisent en collectif, en association partout dans le monde. Ils portent des noms très clairs, hein, c'est les jeunes ambassadeurs pour le climat, c'est le relais jeune, c'est Youth for Climate. Outre-Atlantique, dernièrement, 16 jeunes, ce sont 16 jeunes qui sont venus à condamner l'État du Montana pour, je cite, non-respect de leur droit constitutionnel à vivre dans un environnement sain. En France, les figures de l'écologie, elle s'appelle Camille Etienne, 25 ans, elle s'appelle Salomé Saqueuil, 28 ans, ou encore Féris Barca, 21 ans, et bien d'autres. Alors oui, la jeunesse est à l'œuvre. C'est elle aussi qu'on met en scène dans les films, dans Animal de Cyril Dion. On suit deux jeunes, dans Bigger Than Us de Fleur Vasseur, où on suit aussi des jeunes au travers de différentes scènes dans le monde. C'est marrant, comme si un peu c'est dans leur regard neuf ou dans cette fameuse énergie qu'on trouverait notre salut. Quelle responsabilité en fait, à placer sur le dos des jeunes. Et j'aimerais qu'on en parle tout à l'heure. Et puis, pour les plus vieux, est-ce que finalement, c'est pas aussi se dire, tiens, est-ce que c'est pas un peu de confort de s'appuyer sur cette jeunesse comme on peut le rencontrer parfois. Et ce serait oublier aussi que cette génération, elle n'a pas encore les moyens de faire bouger les choses. Et aussi peut-être considérer ces jeunes d'un seul bloc. Cette fameuse génération climat, j'aimerais qu'on l'interroge peut-être ensemble ce soir. Est-ce qu'elle existe vraiment ? Comment est-ce qu'on vit ces enjeux écologiques quand on habite dans le centre-ville ou quand on habite dans les ruralités ou dans les quartiers populaires ? Comment est-ce que cette jeunesse s'empare des arts, de la culture pour s'exprimer, agir et peser dans le débat public ? Et puis aussi, comment s'engager quand on est jeune ? Ça nous transforme. Comment est-ce que ça a un impact dans notre parcours de vie, dans peut-être même sa recherche d'emploi, dans son chemin, et dans sa façon même de vivre avec les autres. Je vous propose ce petit questionnement. Vaste question. Vaste question, au pluriel. Donc, on a la chance de t'avoir avec nous, Solal Moisan. Je te représente rapidement. Donc, tu es réalisateur de ce documentaire. C'est ton premier long métrage que tu as co-réalisé avec Camille Etienne, qui a été sélectionné dans divers festivals. Vous avez créé avec Camille Avant l'orage, donc un collectif, on peut le présenter comme ça, qui a produit notamment la vidéo Réveillons-nous, qui, m'a-t-on dit, est à plus de 10 millions de vues, toutes plateformes confondues. Donc bravo, c'est cette vidéo qui vous aussi a fait qui nous a fait connaître Camille et qui est très, très puissante également. Hein. Puis on a aussi vu de ta réalisation le court-métrage Glacier et également Désobéir dernièrement et puis d'autres projets. À ma gauche, Julie Pasquet. Merci d'être avec nous ce soir. Je te présentais rapidement tout à l'heure. Tu es militante pour la justice climatique et sociale. Tu as cofondé en 2021 Le Bruit qui court, donc on le disait, collectif d'artivistes. Tu as aussi été présidente du RESES, c'est important de le mentionner, ta filiation, ton engagement ne commence pas là, bien au contraire. Donc le RESES, c'est un réseau national de 150 associations étudiantes, et puis aussi présidente de Together for Earth, un autre réseau national d'étudiants et d'associations étudiantes qui agissent à l'échelle locale, le RESES comme le Together for Earth, face à l'urgence climatique et sociale. Et enfin, Florestan Fournier, je me permets de te représenter à nouveau, coordinateur de CLOP, association montpelliéraine. Tu informes, sensibilises et proposes des solutions pour lutter contre la pollution des mégots de cigarettes. Tu es thérapeute de formation et tu es arrivé à Montpellier il y a peu et tu as quitté ton taf pour t'engager auprès de cette association complètement.
Peut-être, j'aimerais peut-être vous poser la question. Voilà, quelle est votre réaction, Julie, Florestan, sur ce film? Comment qu'est-ce que ça a fait résonner en vous, peut-être par rapport aussi à vos parcours, le visionnage de ce documentaire? J'espère que ça vous met pas trop mal à cette question. Non, pas du tout. Cool. En plus, je suis hyper contente de l'avoir vu parce que je l'avais pas encore vu. Je le disais à Solal en arrivant. J'ai toujours pas pris le temps de regarder et du coup, je suis très heureuse de l'avoir vu sur grand écran. Et en fait, moi, en arrivant, en me disant je vais voir ce documentaire, je me suis dit est-ce que je suis la bonne cible ? Étant donné que je suis activiste et que c'est un peu ma vie, cet engagement-là. Et je me disais, bon, alors comment je vais me sentir face à ça ? Est-ce que c'est pas plutôt un documentaire pour la génération de mes parents, pour les faire bouger eux, pour faire prendre conscience ? Il y a des personnes qui sont peut-être un peu plus loin de l'engagement que moi. Et au final, j'ai l'impression que c'est aussi un film sur moi. Et j'ai l'impression que c'est un film sur chacun et chacune d'entre nous. J'ai l'impression moi, j'ai eu le sentiment de m'y accrocher à des moments et de m'y voir et de me dire que chacune peut y trouver un peu une part de soi dans la justesse de ce qui nous fait vibrer. J'ai beaucoup aimé aussi la fin sur le fait que s'engager, c'est ce qui fait sens pour chacune et c'est ce qui nous met en mouvement et c'est ce qui nous met en joie. Et du coup, ça peut être de 1000 manières différentes, mais j'ai trouvé que vous avez vachement bien montré ça. En plus du beau et du côté émotionnel et de la musique et de la danse qui, moi, me touche beaucoup. Donc vraiment, voilà, ce n'est pas que pour mes parents, c'est aussi pour moi et pour tout le monde, j'ai l'impression. Florestan, un mot peut-être sur le film. Perception du film. C'est bon. Le film du coup m'a un peu bouleversé là. Je l'ai dit à Solal sur la toute fin, j'ai failli tirer une petite larme. Il y avait des moments où justement on sentait toute l'émotion des personnes là-dessus. Ça leur prenait dans la voix quand ils étaient en train de te témoigner tout ce qu'ils savaient à témoigner. Et je trouvais qu'il a bien fait l'équilibre en fait sur pourquoi on se bat. À la fois, c'est les scientifiques qui apportent des connaissances sur la réalité de ce qui change dans le monde et les raisons concrètes de pourquoi il faut qu'on se batte. Mais en même temps, toute la sensibilité qui est liée à chaque personne, où en fait, Jade l'a très bien dit, on peut être activiste pour le climat sans avoir à connaître tous les oiseaux, savoir placer un nom sur chacune des plantes. Mais c'est un mélange de sensibilité et de connaissances qui permettent aux personnes de s'engager là-dedans. Et donc on est tous inclus là-dedans parce que tout le monde n'est pas scientifique, tout le monde n'est pas artiste. Et on peut être un petit peu des deux à la fois sur chacun de ces sujets. Bravo, tu vois. Ça fait plaisir de parler du film. C'est un peu étrange, j'avoue, mais oui, c'est intéressant que vous puissiez dire ça parce que évidemment, ça a été la visée la plus large. Ce que je disais tout à l'heure à Julie, c'est que ce qui est délicat quand on fait un film, c'est que effectivement, Camille elle est assez jeune, Jade aussi. Nous, on a envie de s'adresser à tout le monde, mais il y a un effet d'empathie. On est plus empathique en fait avec les personnes de notre âge. C'est sociologiquement, c'est comme ça. On a essayé justement d'embarquer le plus de monde possible, mais on a essayé de le faire en fait. Je pense que le point crucial de ce documentaire en fait, c'est la danse. Chaque fois que je le projette, c'est créer le lien entre le discours scientifique et l'émotion qui est extrêmement peu utilisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on a rencontré des glaciologues en Islande. Il y avait plein de moments où on leur demandait mais vous ça vous fait quoi, et ils nous disaient rien, mais par volonté, parce qu'il y a comment dire, il y a une histoire entre scientifiques de si jamais je mets de l'émotion, je suis pas neutre, et il y a des enjeux pour eux. C'est-à-dire que des fois on n'avait pas la caméra allumée, où on terminait l'interview et ils nous disaient mais des trucs incroyables, et on était là genre, on le regardait comme ça, on disait mais pourquoi tu ne l'as pas dit, et donc on a trouvé Elie Sévestre qui a pu parler un petit peu d'émotion, etc. Et c'était vraiment important. Et c'est pour ça que la danse, généralement quand il y a des gens me racontent un peu comment ils ont vécu le film, ils me disent c'est marrant, moi j'ai pleuré à la danse. Je lui dis mais c'est normal, le scientifique a du mal quand même à venir te chercher, voilà. Et en fait la Jade traduisait par son corps, et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'était de se dire, même pour moi quand on filme les séquences que vous avez vues de danse, elles sont pas chorégraphiées, même si parfois on pourrait avoir l'impression que ça va bien. Le montage fait qu'on a l'impression que c'est chorégraphié, mais il y a beaucoup, évidemment, c'est que de l'improvisation. Et souvent on faisait ces moments de danse une fois qu'on avait emmagasiné pas mal de choses en termes de science, et elles viennent à chaque fois représenter l'émotion qui nous parcourait à ce moment-là. On mettait de la musique et on se mettait à danser tous les deux, parce qu'en fait, je dis qu'elle danse, mais en fait, moi derrière, je pense qu'il y aurait une vidéo à faire making of, mais c'est très drôle. Moi qui suis pas du tout danseur, je devais faire des choses assez intéressantes. Et en fait, l'émotion parcourue par Jade
au début, je m'étais dit, bon, ça fera des séquences, on mettra ça au montage un peu quand on voudra. Et en fait, c'est des séquences qui se sont passées de manière très linéaire dans l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez une danse, c'est souvent relié à du tournage. Donc on est vraiment dans la diégèse de l'histoire, on appelle ça au cinéma. On est vraiment dans la continuité de l'histoire. Voilà. La séquence où elle est en colère là dans l'entrepôt, c'est incroyable avec l'effet de poussière, c'est magnifique, hein, ça fait de super belles images. Alors je voulais prendre peut-être un petit peu de recul pour réinterroger cette notion, puisqu'on parle de jeunesse à l'œuvre, de quoi on parle quand on parle de jeunesse à l'œuvre, et d'interroger cette question un peu de génération climat, donc peut-être vous faire réagir sur ça. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques temps maintenant, qui est ressortie là dernièrement dans la presse, qui montrait un peu qu'en fait les jeunes ne sont pas si différents dans leur engagement pour l'écologie que les autres. Un chiffre comme ça, 74% des Français déclarent se sentir devoir agir pour protéger l'environnement, 74% des Français en général, c'est 75 chez les 15-24 ans. Donc un chiffre qui est un peu similaire. Ce que montre cette étude par contre, c'est que la différence porte sur la méthode. C'est-à-dire qu'un quart des 15-24 ans pensent que la violence physique est parfois justifiée. Un tiers sont prêts à commettre un délit ou un crime pour sauvegarder l'environnement. 44% affirment être prêts à sacrifier leur avenir ou celui de leurs proches. C'est là où il y a la différence. Contre 28% pour l'ensemble de la population. 44, 28. Comment rebondir là-dessus? Solal, toi qui filmes cette jeunesse, tu vois, on les voit, on voit Jérémy, on voit Camille, on voit Jade. Selon toi, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette génération dont on parle? Où se place la différence dans ton appréhension? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est plutôt qu'est-ce qu'elle a de moins, dans le sens où souvent on n'a pas encore le travail, on n'a pas le même quotidien, donc on a aussi plus de, je sais pas, peut-être une insouciance à ce niveau-là, mais tout simplement une prise de conscience commune qui se crée là en ce moment, de se dire mais comment on a pu laisser faire ça? Et alors c'est un peu délicat de parler de jeunesse dans ce truc-là, parce que moi j'avoue j'aime pas trop dissocier, j'aime bien voir plus au global, ou en tout cas on a parlé de génération dans un des films qu'on a fait avec Alain l'orage, et depuis j'ai une notion vraiment de se dire comment est-ce qu'on s'apporte en termes de génération, parce qu'on va parler de la jeunesse, mais en réalité on n'est rien sans nos parents, nos grands-parents, et surtout ce qu'ils peuvent nous apporter. Et je pourrais avoir 1 milliard d'exemples sur les grands-parents, etc., sur ce qu'ils peuvent nous apporter sur le monde, etc. Ils ont vécu des choses aussi très différentes de nous. Et c'est à nous aussi de voir comment est-ce qu'on peut prendre de leur expérience pour aller justement combattre. Et je ferai le lien juste avec un exemple, c'est que on parle là vachement, tu parles effectivement de violence, en tout cas tu parles de désobéir, on a fait un film là-dessus aussi, on a essayé de traiter ces sujets-là. En fait, la désobéissance, le fait d'aller contre, de faire des délits, comme tu dis, c'est des choses qui ont toujours été utilisées. Seulement, j'ai l'impression qu'on les a oubliées. C'est-à-dire que tout ce qui est droit de vote, tout ce qui est... En fait, tous ces combats-là ont été vraiment... comment dire, on a réussi à gagner grâce à ce genre de méthode. Ça ne doit pas être la seule méthode, mais ça doit être des méthodes vraiment à utiliser, parce qu'en fait, ça a toujours marché. Et il y a une bonne raison à ça. On a besoin d'aller vers l'extrême un petit peu, d'aller bousculer, sinon on ne bouge pas en fait. Julie, donc avec le collectif Le Bruit qui court, vous êtes donc plutôt dans l'art et militant. Même question en même temps, parce que tu es passé par diverses associations et groupements d'associations. Quelle est toi ton appréhension de cette jeunesse, cette génération climat? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu as pu sentir, saisir? Oui, moi j'ai l'impression que de mon expérience, ça a pas mal évolué, parce que moi vraiment j'ai commencé à militer dans les mouvements de jeunesse pour le climat, donc vraiment très génération Greta Thunberg. J'ai commencé à mettre les pieds dans la rue, à faire les grèves à Toulouse pendant mes études, et du coup j'ai vraiment senti ce truc on était des milliers de jeunes dans la rue, et d'avoir un truc de sentiment de collectif et de puissance qui était vraiment très fort. Et du coup, d'être à ce moment-là, j'étais vraiment dans le contre des anciennes générations et de les trouver très responsables. Et ça, c'était un peu mon premier sentiment. Et je sens que ça a vachement évolué, et je rejoins plutôt Solal maintenant sur l'importance de l'intergénérationnel. Et en fait, les jeunes, enfin les jeunesses, parce qu'il y a des jeunesses qui sont très très différentes, ont leur rôle à jouer, on a des outils et on s'engage. Mais en fait, toutes les autres générations en ont d'autres, et c'est parce que c'est complémentaire que ça fonctionne.
Et puis je regardais une vidéo de Salomé Saké que tu as cité tout à l'heure, qui dit aussi, en fait, les jeunes aujourd'hui, on n'est pas aux manettes, on n'a pas ce pouvoir en fait. On n'est pas les chefs dirigeantes d'entreprise, on n'est pas forcément en politique, on n'a pas forcément encore ce pouvoir-là. Donc on en a d'autres, parce qu'on a un pouvoir citoyen, un pouvoir de pression qui est très fort et qui peut faire peur et qui est puissant. Mais qu'en fait tout ne repose pas sur nous. Et je sais que j'ai échangé avec une journaliste aussi tout à l'heure qui disait oui, mais c'est votre génération qui va changer les choses, et c'est beaucoup ce qu'on nous répète. Je sais pas si ça vous arrive, mais vous êtes la génération qui va changer le monde. En fait on n'a pas trop le temps, et on a besoin que ceux qui dirigent aujourd'hui agissent, parce qu'en fait on a juste plus le temps, et chacun, j'aime pas trop l'expression chacun fait sa part, mais l'intergénérationnel sera ce qui nous sauvera, en tout cas pour moi. Et juste, c'est ce qui est un peu reproché souvent au mouvement jeune climat, c'est de se plaindre tout le temps et de ne pas agir. Mais le problème, c'est que nous, c'est notre seule façon d'agir. C'est-à-dire que c'est juste de faire « Oh, les gars, agissons, là, vous pouvez le faire, c'est à vous de le faire maintenant, là, vraiment. » Et en fait, c'est terrible d'entendre des gens dire « Bah oui, mais ils font chier, quoi. » Et en fait, bah oui, mais on est là pour ça. C'est-à-dire que c'est notre seul moyen d'agir pour l'instant. On va petit à petit, effectivement, grandir, etc. Et puis il y avoir des gens comme Camille qui commencent à prendre des responsabilités. On voit comment dire, que ça commence à influencer. Ça influence dans les lieux de pouvoir. Mais au départ, malgré tout, on est obligé de commencer par ça et se montrer et montrer l'indignation qu'on peut avoir. Mais c'est délicat comme position. Florestan, oui, je pense que ton expérience est aussi hyper pertinente sur cette question-là, parce que donc, tu coordonnes cette association qui s'appelle CLOP, qui a été fondée, je crois, par des étudiantes. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur pourquoi ces étudiantes, ces jeunes, se sont investis de cette question-là, ont monté ce collectif local, et voilà, exactement ça. Oui, du coup, effectivement, l'association, elle a été créée par, comme tu dis, des étudiantes elles avaient 21 ans au moment de la création de l'association, et c'était sur un projet d'études où elles se demandaient simplement qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour prendre part à ces combats climatiques, parce qu'il y avait toutes les manifestations pour le climat qui se faisaient en 2018. Elles avaient envie de prendre part à ce mouvement, et elles ont cherché une solution, et c'est là où elles se sont rendues compte, elles l'avaient déjà en tête depuis un moment, mais de l'omniprésence des mégots dans l'environnement. Elles se sont dit c'est ce sujet-là sur lequel on veut agir, parce que c'est aussi l'une des façons de se battre. On n'est pas obligé de prendre les sujets dans leur globalité, le réchauffement climatique, la pollution plastique. C'est des combats qui peuvent être tellement énormes qu'on peut se sentir abasourdi par rapport à ça, et on ne sait pas quoi faire, et on se dit que ce qu'on va faire de toute façon ne servirait à rien. Donc là, elles ont choisi un sujet très spécifique, les mégots de cigarettes. Elles se sont dit on va agir à fond là-dessus, et on va prendre part un petit peu ce combat pour le climat, pour la biodiversité. Aujourd'hui, l'association, c'est combien d'adhérents, et puis quel âge à peu près ont ces adhérents-adhérentes ? Alors on est toujours association étudiante, on fait partie du réseau du RESES, je ne savais pas que tu étais du RESES, donc la moyenne d'âge, on doit être sur du 22-23 ans peut-être, et encore on va voir, parce que là on est sur une rentrée scolaire avec tout plein de nouveaux étudiants qui vont arriver, ils sont toujours plein d'entrain pour se lancer dans des causes climatiques, et donc des associations comme ça qui leur proposent de s'engager pour le climat juste en faisant du ramassage pour dépolluer l'environnement. C'est déjà un petit peu le geste du colibri qui fait que justement chaque jeune va se sentir quand même engagé un petit peu, et en plus ça leur permet aussi de se rendre compte encore plus peut-être des fois des conséquences, de la réalité de la situation, parce que la meilleure sensibilisation arrive quand on se met en action, comme c'est bien dit dans le film, quand on sort un petit peu de chez soi, quand on prend le sac à dos, quand on va faire les choses, on va dans la nature, on se rend compte de la réalité de la situation, et on se rend compte aussi de la beauté de ce qu'on essaye de protéger. On parle pas mal d'éco-anxiété par rapport à cette jeunesse qui du coup se prend une avalanche de mauvaises nouvelles, et du coup cette responsabilité à devoir peut-être changer les choses. Toi, c'est quoi les motivations de ces jeunes qui arrivent dans l'association CLOP ? Est-ce que tu as un petit peu une lecture un peu de ça Je pense que l'éco-anxiété, effectivement, c'est un sujet qui les amène souvent vers des associations comme la nôtre, parce que, comme je dis, ils ont envie d'agir, et le problème climatique aujourd'hui est tellement énorme, ils sont tellement assaillis d'informations sur tout ce qui va mal, que des fois réussir à trouver la solution pour faire quelque chose pour aller dans le mieux est pas forcément évident pour eux. Et du coup, ça leur permet de se sentir prendre part à un collectif, à un mouvement qui va pour tendre vers une meilleure société. CLOP, on est humble par rapport à ça, mais c'est des petits gestes qui vont faire que chacun se sent un petit peu
pris de tout ça. Et il faut qu'on aille bien au-delà. Enfin, c'est vraiment faut qu'on arrive à bousculer les habitudes de tout le monde par rapport à ça. Nous, par exemple, juste pour terminer, sur l'Asso Club, on essaye de faire en sorte que le gène mégot soit quelque chose qui sort de la société. Mais on se base sur des décennies de lobbying, de l'industrie du tabac, de l'industrie des films hollywoodiens, avec les gens qui jettent leur mégot par terre, le geste masculiniste par excellence et tout. Voilà, ça fait beaucoup de choses sur lesquelles... enfin, c'est un tout petit truc, mais c'est assez démonstratif de tous les efforts qu'on a à faire pour changer la société. Parce que là, on a énormément d'efforts à faire pour faire changer un tout petit geste. Alors, sur l'ensemble des gestes qu'on peut avoir dans nos sociétés qu'il faut réussir à changer, voilà, bon courage, mais ça peut être possible, il faut rester optimiste. Et c'est marrant parce qu'on parle d'imaginaire à nouveau, ce que ça renvoie, tout ça, et c'est le petit geste finalement de jet club, d'où ça vient et tout ce que ça véhicule, etc. Solal, c'est marrant, il y a une séquence que j'ai retenue là en revoyant le film, c'est Camille qui, quand tu lui poses cette question après beaucoup de réflexion, et qui te répond, c'est marrant, mais en fait. Est-ce que tu y crois tout le temps, ou en tout cas quel est ton rapport à ton combat, et parfois c'est plus grand que moi, et comment est-ce qu'elle vit cette Camille, toi qui étais auprès d'elle pendant le film, ces contradictions là, comment ça se vit d'être à la fois sur le devant de la scène, être dans un combat militant, et en même temps de se dire waouh, mais la taille est tellement grande. En fait, là, ça pose la question de comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut vivre au quotidien le combat, et comment est-ce que... Pardon, vas-y. Oui, non, c'est ça, exactement. Oui. En fait, Camille, elle a un cerveau un peu particulier, vous avez dû le voir un peu, elle a quelque chose en elle qui est très particulier, elle vient du monde du sport. Ses parents sont des sportifs. Son père, il est guide de haute montagne. Sa mère a été championne je crois, Europe peut-être, un truc vraiment vénère de snowboard, puis de ski, etc. Pionnière dans le milieu, etc. Des parents qui sont très 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 ancrés sport, etc. Elle a fait du sport elle aussi, et donc elle a une sorte de mentalité où il faut que ça avance, quoi. Et je dis ça souvent de Camille, c'est que pour moi, c'est très bizarre comme expression et c'est un peu personnel, mais je l'appelle, c'est un tracteur en fait, Camille. Camille, c'est la personne qui te tire et qui te donne l'énergie d'avancer. Évidemment, elle a des moments, mais comme tout le monde, de questionnement. Mais en fait, le fameux truc qu'on répète tout le temps, c'est être dans l'action et être moteur dans ces questions-là. C'est la meilleure solution. C'est-à-dire que l'éco-anxiété, le fait de se poser les questions, etc., le meilleur antidote, c'est l'action. J'adore répéter cette anecdote, mais je la fais très très vite. Mais dans un livre qui s'appelle L'éloge de la fuite, ils font des expériences sur des rats, et on voit en fait un rat qui se prend un coup de jus, et la tension monte, et pour ne plus jamais redescendre parce qu'il n'a pas de moyen d'agir. D'ailleurs, les assurances américaines prennent vos tensions pour voir si vous n'allez pas avoir des maladies dans quelques années, parce qu'une tension trop haute, évidemment, crée des problèmes. Et ils mettent une autre cage et avec un petit pont comme ça. Et quand ils mettent un coup de jus, par réflexe, le rat s'en va vers l'autre cage et la tension redescend. Ils remettent un petit coup de jus pour voir, la tension remonte, puis elle redescend puisqu'il change d'endroit. En fait, c'est pas tellement le fait d'être sûr que ça va marcher, c'est le fait d'agir qui nous fait redescendre en termes de stress et en fait en termes tout court d'angoisse. C'est vraiment important en fait de se positionner sur qu'est-ce qu'on est prêt à donner dans un combat pour essayer d'arriver jusqu'au bout et de se dire et de bien le vivre. Et Camille, on essaie de faire ça au quotidien avec elle. Comme c'est un tracteur, elle a beaucoup d'énergie, mais sauf qu'il y a des moments où, comme tout le monde, elle a ces petits moments de redescente, et c'est toujours la même chose pour reprendre de l'énergie. C'est souvent la nature, on va pas se le cacher. Nous, on est à Paris. Quand on revient chez nos parents respectifs, moi je suis dans la campagne, elle est plutôt dans les montagnes, c'est des moments de souffle vraiment très très puissants, et quand vous avez des moments comme ça de perte d'énergie, je crois qu'il n'y a pas mieux que ça, et c'est le conseil que je donne toujours, c'est à aller marcher dans la nature et essayer d'aller voir ce qui se passe, de vivre des choses. Il n'y a rien de plus profond que ça en fait. Ça fait un peu bobo et tout, mais vraiment pas. La question est beaucoup plus profonde que ça. Ça fonctionne vraiment. Florestan, tu voulais rebondir, non? Oui. Ouais, okay, j'ai bien envie de rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait que justement, par rapport à ce passage que vous avez eu avec Camille dans le film. Et
en fait, en plus d'être juste la mise en mouvement soit le meilleur remède à l'éco-anxiété, il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut qu'on donne un sens à notre action et qu'on sache qu'on ne va pas aller droit dans le mur, qu'on ne va pas se heurter à quelque chose. Des grosses entreprises, des lobbyistes, des politiques corrompus qui ne veulent pas faire changer les choses. Et on a l'impression que c'est ça le monde dans lequel, qu'on essaye de faire changer et qu'il y a un monde qui ne veut pas changer. Et pourtant, aujourd'hui, on a des personnes comme Camille et avec tous les autres activistes qui se battent contre des projets comme le projet Jacob de Total, où on ne pensait pas que c'était possible de faire plier des projets comme ça, que ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Et là, on est peut-être en train d'assister à une première dans l'histoire des combats militants où des jeunes qui se bagarrent en bloquant des assemblées générales de Total, en s'accrochant à des banques pour alerter contre le changement climatique, font que les banques maintenant refusent de financer ce projet et Total se met à reculer. On en est à quoi, 6 mois là de recul par rapport à leurs annonces de financement? C'est plus que ça. Ouais, voilà, voilà, c'est énorme. Et donc on est vraiment, je pense, sur un événement un peu historique là. Et c'est quelque chose qui peut inspirer toute une génération, pas forcément une génération, mais toute une flopée de personnes à vraiment s'impliquer dans ces combats-là parce que ça fait prendre du sens et les actions peuvent devenir concrètes à terme. À ce sujet, Julie, parce qu'on a présenté très rapidement le bruit qui court, mais vous avez énormément d'actions en cours. Est-ce que tu peux peut-être refaire une petite, présenter un peu ce que c'est que ce collectif, ce que vous portez et comment ça se manifeste concrètement? Ouais. Du coup, je vais partir un peu des constats de pourquoi est-ce qu'on a lancé le bruit qui court. Je l'ai cofondé avec un ami qui s'appelle Maxime, avec qui j'ai fait mes études. Et on a fait 3 constats. Le premier, c'est quand on s'est lancé corps et âme dans le militantisme, on a complètement mis de côté nos pratiques artistiques. Moi, je m'en suis rendu compte, en fait, j'étais dans la rue et je continuais à faire toutes mes actions et j'avais mis une frontière entre le monde de mes pratiques artistiques et le monde du militantisme. Donc déjà, premier truc de dire pourquoi est-ce qu'on a arrêté de faire ça alors que ça nous est du bien et que ça peut être utile. Le deuxième chose, c'est un besoin aussi de renouvellement des modes d'engagement. Moi, j'ai l'impression d'avoir marché, j'ai signé des pétitions, fait du plaidoyer avec des députés, faire de la désobéissance civile, on a testé beaucoup de choses. Et j'avais un besoin de renouveau et de créer d'autres espaces, en fait, militants et militantes, et de casser aussi les codes du militantisme un peu plus classique et d'aller au-delà. Et surtout que ça, c'est un truc que je vois aussi pas mal avec les jeunes, de l'envie de renouveler l'engagement. Et la troisième chose, c'est aussi, on en a pas mal parlé, c'est renouveler les imaginaires. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où on se raconte des histoires constamment. Cyril Dion en parle aussi très bien. Et en fait, il faut qu'on change le récit dans lequel on est aujourd'hui pour tendre vers un récit qui va vers la sobriété, vers une société du lien. Et ça, en fait, ça, c'est vraiment un truc qui est extrêmement puissant. Et en faisant ce constat-là, on s'est dit, OK, l'art aujourd'hui et la créativité ont une puissance incroyable pour faire changer ces imaginaires et aussi pour transformer nos modes d'action. Et donc, on a lancé un collectif qui s'appelle Le Bruit qui court et on est des artivistes, donc à la fois des artistes, mais aussi des militants et des militantes. Et notre but, c'est, par l'expérience artistique, de créer de l'engagement et d'aller aussi toucher un public beaucoup plus large. Parce que comme on disait tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup, on entend les chiffres, les rapports du GIEC, les scientifiques, beaucoup de choses dans la tête. Le cerveau, il est très lourd, il a beaucoup d'informations. Nous, l'idée, c'est de venir toucher dans le cœur et dans les tripes des gens, avec les émotions. Qu'est-ce qui fait qu'on est en colère? Qu'est-ce qui fait qu'on pleure? Qu'est-ce qui fait qu'on a de la joie? Et ça, l'art est très 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 puissant de cette manière-là. Que ce soit les films, le cinéma, le théâtre, la musique, la danse, les photographies. Dans l'histoire, c'est des choses qui nous ont marqués. Et donc nous, on a voulu se dire, on a besoin d'un espace pour, de manière créative, s'engager pour aller toucher le plus grand nombre et le faire aussi avec la joie. Et parce que ça, c'est un truc qui est assez fondamental pour nous. Et ça ressemble à quoi? Alors moi je sais parce que du coup on a fait partie à Arles, vous avez fait votre première grande performance l'an dernier qui était très très émouvante. Beaucoup de gens ont pleuré pendant cette danse, j'en faisais partie, très honnêtement c'était vraiment un moment hyper fort. D'ailleurs vous reproduisez ce week-end ou le week-end prochain, ce week-end dimanche, week-end là, demain et après-demain. Cette danse-là. Est-ce que tu peux peut-être décrire un peu concrètement comment ça se vit, une manifestation du bruit qui court? Ouais, parce que ça prend plein de formes différentes et c'est ça qui est moi j'ai l'impression que je serai jamais à court d'idées au bruit qui court, de choses à faire. Et ça prend des formes très très différentes. Par exemple cet été on a voulu se pencher sur le sujet de la démocratie et du manque de démocratie, notamment dans la ruralité. Et du coup on a créé une pièce de théâtre et on a fait un tour de Bretagne à vélo
en créant nous-mêmes une agora en bois, sur laquelle on avait une pièce de théâtre, une agora qui se transformait en agora citoyenne et ensuite en DJ set, parce que la fête est aussi un moyen de s'engager. Et du coup, on a parlé de démocratie. On fait aussi des performances. On a fait en novembre dernier, par rapport au Black Friday, à la surconsommation de vêtements, on a ramené 1500 kilos de vêtements au milieu du centre commercial de Châtelet-Léal à Paris, que vous connaissez peut-être. Et on a fait une chorégraphie dansée avec ces vêtements qui était très puissante et qui vraiment interpellait les gens qui sortaient littéralement de H&M et de Zara à côté avec leurs sacs de vêtements pour leur montrer en fait l'impact que ça a. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne, on porte 7 fois nos vêtements et ils finissent au Ghana, et il y a des gens qui meurent vraiment tous les jours par le traitement de ces déchets. On parlait de ICOP, et ça c'est aussi un projet sur lequel on a beaucoup travaillé. On a voulu venir soutenir la lutte contre le projet ICOP de Total. Et du coup on s'est dit, le problème c'est que ce pipeline il est en Ouganda et en Tanzanie. C'est très loin de nous, c'est très peu tangible. Donc on s'est dit, on va faire un canular et on va faire croire que Total Energy va faire ce pipeline au milieu de la France. Et on a utilisé les mêmes méthodes que Total Energy utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 personnes qui sont expulsées de leur terrain en Afrique sans compensation financière pour faire ce pipeline. Donc nous, dans 5 villes de France, on a tracé un faux trajet et on a envoyé des fausses lettres d'expropriation à des gens, à 3 000 personnes, en leur disant qu'ils allaient devoir quitter leur logement pendant 1 mois. En plus de ça, on est allé mettre des avis de démolition dans leurs rues. On a créé un faux site internet, un standard téléphonique où on se faisait passer pour ce projet qui s'appelait pas ICOP, mais WeCop. On a fait des faux comptes sur les réseaux sociaux, ça a duré 24 heures, mais en fait c'était une manière créative de venir montrer à des gens qui n'en auraient jamais entendu parler ce que ça peut faire, et de dire, le message c'était si c'est pas possible en France et complètement inconcevable qu'on fasse ça au milieu de la France, pourquoi est-ce qu'on le laisse faire par une entreprise française en Afrique? Voilà, c'est ce genre de choses qu'on fait. Et du coup, dans ces jeunes-là, il y a des jeunes qui viennent. C'est des artistes qui s'engagent, ou est-ce que c'est des militants qui deviennent artistes? C'est les deux, et c'est ça qui est beau. On est à peu près 200 personnes aujourd'hui, et on a des artistes professionnels, donc qui sont circassiens, circassiennes, qui font du théâtre, des illustrations, tout comme des militants, militantes qui chantent sous la douche et dansent sous la pluie, et on ne sont jamais allés sur une scène de leur vie. Et c'est ça qui est beau, c'est de rassembler ces deux mondes. Ça ne veut pas dire que c'est simple, parce que l'exigence artistique et la volonté d'aller très vite des militants, militantes, vous voyez, de temps en temps, ça c'est pas toujours évident. Mais en fait, nous, on part du principe que tout le monde peut devenir artiste, et qu'en fait, si ça vous parle, vous pouvez nous rejoindre et vous pouvez venir faire une performance avec nous dans l'espace public. On a des gens qui n'ont jamais dansé et qui dansent avec nous, parce qu'on ne se veut pas être des professionnels, on se veut en fait toucher avec les émotions, faire du beau, mais que ce soit très très ouvert et très accessible. Solal, tu te sers de l'art aussi, de la vidéo, de la danse. Comment est-ce que toi, tu as pu voir l'impact que ça a pu avoir tes vidéos? Comment tu les conçois aussi pour avoir un impact? J'imagine qu'il y a un peu de... Voilà, j'imagine qu'il y a un peu une réflexion de ce sens-là. Quand j'ai connu Camille, on a commencé à faire quelques vidéos ensemble. On a vu que l'énergie passait bien. On s'est dit, ok, on peut faire des choses ensemble, trop bien. Sauf que moi, j'avoue, au bout d'1 an avec elle, je me suis dit... Ok, on fait des vidéos et alors, tu vois, il y avait un truc de, on voyait pas forcément les chiffres, en tout cas, on voyait des chiffres évidemment de gens qui regardent la vidéo, mais c'était pas toujours palpable, quoi. C'est-à-dire que quand tu te dis signer des pétitions, il y a des chiffres qui augmentent, mais tu sais pas trop où est-ce que ça va, quoi. Et j'ai deux exemples qui nous permettent de voir un petit peu que ça commence à être très puissant, parce qu'en fait, à partir du moment où on est vraiment du monde, il y a vraiment du monde, on commence à faire émerger un sujet, en fait le sujet devient important et devient un sujet de société. C'était le cas pour ICOP, la vidéo qu'on avait faite, justement, que vous avez vue de danse, a permis vraiment à le mettre en lumière. Il y a des journalistes qui sont venus, etc. Et ça, c'était le début un petit peu de l'histoire de ICOP. Et d'ailleurs, je pensais pas du tout que ça allait aussi bien se passer. Quand on a fait un petit peu un pari, quand on fait l'interview avec Camille qui dit ça y est, il commence à y avoir des gens, des banques, etc., qui sont en train de quitter le projet. On était en sueur en se disant espérons que ça aille dans le bon sens, parce qu'en fait sinon ça fait un peu genre oui bon ça va pas marcher, donc là on voit que c'est encore d'actualité. Encore hier Camille partage une vidéo sur ça, et il y a eu peut-être un vrai sujet intéressant. Ça a été il y a un traité qui s'appelle le TCE, qui est un traité de commercialisation. En gros, pour la faire courte, pendant la guerre froide, les États étaient très instables.
il y avait des grandes entreprises qui étaient un petit peu embêtées parce que quand elles allaient dans un pays, elles ne savaient pas si l'année prochaine, avec le changement de dictateur parfois, de président, la politique n'allait pas changer et du coup se faire virer. Pas du tout stable pour eux de pouvoir faire leur activité. Donc ils ont fait le TCE, un traité qui permet en gros aux entreprises étrangères, je prends Total par exemple, qui va prendre du pétrole en Afrique, dans un pays d'Afrique, imaginons, si le gouvernement en fait décide d'arrêter du jour au lendemain de prendre le pétrole dans ses terres et de dire à Total non, désolé, on arrête. Total pouvait brandir le TCE et dire non, TCE, soit vous nous payez des milliards, soit on continue. C'était un pouvoir énorme de colonisation en fait, tout simplement. Et le TCE, la France en est sortie. Nous, on a su, le sujet n'était pas du tout un sujet en fait. Et c'est des avocats qui nous en ont parlé. On a fait une vidéo qui a été très vue en 48 heures, les gens ont partagé, etc. Et on a reçu un message d'une députée à la Commission européenne qui nous a dit vous venez de déclencher une réunion d'urgence. Donc ça a été le premier pas. Et puis quelques semaines après, Emmanuel Macron disait on sort du TCE quoi. Donc en fait il y a l'engagement sur le réseau, il y a l'engagement concret. Et des fois, c'est toujours un peu difficile de voir effectivement les résultats. Et ça, petit à petit, on a eu plusieurs expériences comme ça, notamment même des choses plus concrètes, des manifestations auxquelles tu as participé sur la loi climat, où on avait des gens qui tournaient en vélo parce qu'on n'avait pas le droit de se rassembler. Donc on faisait genre qu'on faisait du sport en faisant du vélo, mais en fait on parlait avec les députés tout autour de l'hémicycle, on tournait comme ça en boucle. Il y a des députés qui sont venus, beaucoup plutôt côté gauche, on va pas se le cacher, et en fait on a reçu, pareil, c'est la même histoire quasiment, on a reçu le message d'un député qui nous dit on vous entend depuis l'extérieur, vous êtes en train de faire basculer la balance. En fait, il y a plein de moyens d'agir, et il y en a plein encore à créer. Et en fait, je sais pas si ça vous fait cette réflexion-là, mais quand je vois Jade là, qui dansait, Jade, elle a fait le collectif Minuit 12 après le documentaire, parce que je pense que ça l'a marqué particulièrement. Et moi, quand j'entends le bruit qui court, qui fait des actions comme soit de la danse, soit carrément les actions que vous êtes en train de faire, je me dis la danse, un moyen d'action, genre. Et en fait, si, c'est possible. Et il y a vraiment plein de choses à créer. Donc, si jamais vous avez envie de rejoindre ce combat-là, si vous avez l'énergie et de trouver la bonne place, en fait, il y a des possibilités partout. Je vous donne un dernier exemple comme ça. Vous avez, on est parfois contacté par des agents de sécurité. Là, vous vous dites à quel moment l'agent de sécurité est intéressant. Les agents de sécurité, en fait, ils ont les plans des différentes salles. En général, ils sont à Miami avec les gens qui font les grandes entreprises qui font des congrès, etc. Évidemment que c'est très intéressant pour nous. Et en fait, il y a toujours des moyens de trouver des petites choses pour agir dans son quotidien sans avoir besoin d'être complètement, je sais pas, devant les CRS en train de. Voilà, il y a vraiment plein de moyens d'agir. C'est un appel aux agents de sécurité ce soir. Par exemple, veuillez nous contacter rapidement. Alors, on va prendre quelques questions dans la salle. Si certaines de ces choses vous ont fait réagir, vous amènent un questionnement. Il suffit de lever la main et un micro va tourner, je crois. Peut-être pour se chauffer, Florestan, peut-être pour rebondir là-dessus pendant que vous préparez vos questions. Toi, tu coordonnes cette association. On parle de créativité depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est un enjeu quand on a une association locale et comment on s'y prend pour tu sais, continuer à stimuler ses bénévoles, les faire adhérer, continuer à avoir l'action? Est-ce que la créativité, la joie, les choses que vous faites ensemble, les moments informels, ça compte aussi? Voilà. Et puis, après, je compte sur vous. La créativité est indispensable effectivement là-dedans parce qu'on part avec une idée. Enfin, depuis la création de l'association en 2019, les moyens d'action ont vachement évolué. On est parti juste, on va faire des clean halls, qu'on va ramasser des déchets, on fait ça ensemble. On réunissait des gens, on leur demandait de venir et puis tout le monde faisait, tout le monde était bien content. On avait des petites photos sur Instagram, ça montrait que les gens avaient bougé. Et au début, on était focus que sur les mégots. Bon, très rapidement, on s'est dit, attends, on peut pas passer à côté d'un déchet, on va laisser le bout de plastique ici. Et non, on ramasse tout et puis après, on se met à faire du tri. Donc, ça a déjà évolué une première fois comme ça. Et puis après, on s'est mis à se dire que il y avait il y avait pas assez de personnes qui venaient là-dessus, qu'on touchait généralement que les personnes qui étaient déjà vraiment avec nous et que toutes les personnes qui n'étaient pas intéressées par ce genre de ramassage de déchets ne venaient jamais. Alors que pourtant, la mise en action est vraiment la meilleure façon de sensibiliser les personnes. À partir du moment où tu as participé à un ramassage de déchets, tu as en tête l'état de la nature, entre guillemets, tel qu'on la laisse.
Donc après, pour attirer des nouvelles personnes, il faut trouver de nouveaux concepts. Et donc essayer de mettre des côtés fun là-dessus, mettre des jeux concours, des ramassages en canoë-kayak qu'on a fait par exemple. Faut imaginer plein de choses, essayer un petit peu de se renouveler pour attirer une nouvelle personne à nous. Et il faut aussi laisser les créativités s'exprimer. Parce que là, moi, je suis coordinateur pour ça, donc généralement, c'est moi qui un peu prévois les événements. Mais je demande que à ce que les bénévoles m'apportent des idées totalement loufoques, qu'on se dise ok, ouais, ça peut être jouable, on fait ça, on y va, on se lance et on arrivera toujours à avoir plus d'engouement avec ça. Laisser de la place à l'initiative, ouais. Alors est-ce que des mains ou une main se lève au milieu? Bonsoir, un micro à vous arriver. Oui. Bonjour, alors excusez-moi, c'est génération vieille, on va peut-être dire, voilà. J'ai passé mon demi-siècle. Moi, enfin vraiment merci quoi, je veux vous remercier parce que je pourrais être votre maman, j'ai des enfants de votre âge. Et j'essaie de me battre un peu pour eux, pour vous, et c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a des gens très puissants qui de toute façon ne veulent pas. Alors je vous parlerai de tas de combats possibles. La 69, moi j'ai des amis qui sont dans le Tarn, qui ont mon âge. Franchement, ils sont désespérés, dégoûtés, quoi. Hein? Bon, ils ont aussi des enfants. Moi, mes petits combats, c'est au quotidien. Alors, j'ai vu que dans le village des associations, là, il y a la région Occitanie. Je suis super contente. Parce que alors, pour le transport en train avec un vélo, c'est vraiment pas ça. Hein. Faut revoir la copie. Et puis pour le transport en train tout court. Hein. Donc, ils sont franchement super coriaces, les gens que vous avez en face. Et je me dis, là, j'assiste à une soirée comme ce soir. Je me dis, ben merci, quoi. Parce qu'il y a peut-être des gens de ma génération qui sont un peu comme moi. On est quand même un petit peu, quoi. Peut-être moins nombreux que vous, mais on essaie de se battre. C'est tellement compliqué. Et puis vous êtes là avec votre jeunesse, comme vous dites, avec votre énergie, avec votre sens de... Ben on a envie d'y aller, quoi. On a envie de changer les choses. Peut-être que nous, on a un peu moins à notre âge, certains l'ont encore. Mais voilà, quoi. Alors, je voulais avoir un peu une réaction sur les moments un petit peu de désespoir. Vous en avez peut-être pas, mais de découragement, quoi, de se dire... bon... Est-ce que, bon, là dans le film, il apparaît que vous en avez quand même par moment, quoi, de se dire, ouais, c'est quand même dur et tout. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous entendre là-dessus. Bon, voilà, témoignage. Il y a deux plans. Il y a la côté génération tracteur. Est-ce que vous faites une génération tracteur d'intergénérationnalité? Est-ce que vous vivez ça aussi? Et après, sur les moments de découragement aussi, ouais. Ouais, moi, je veux bien répondre. Moi, j'ai l'impression que ce qui me sauve dans mon engagement, c'est le fait d'être en collectif. Je serai toute seule. Je serai en éco-anxiété, je sais pas où j'en serai. Et c'est le fait d'avoir rejoint des collectifs et de ne pas me sentir seule qui fait que je me lève le matin. Mais vraiment, ça fait complètement la différence. Et du coup, le conseil que j'ai, c'est vraiment de rejoindre des groupes, des personnes qui s'engagent pour avoir moins ce sentiment d'impuissance. Parce qu'il y a aussi l'effet de nombre qui est important. Et la deuxième chose, moi je sens que je suis passée par plein de vagues émotionnelles dans mon engagement. J'ai eu beaucoup de colère, des périodes de grande tristesse aussi. Et là, aujourd'hui, ce qui me porte sur le long terme, c'est la joie. C'est vraiment la joie de m'engager et la joie militante. Pour moi, c'est un pouvoir de diffusion qui est assez incroyable de montrer en fait que c'est tellement génial de s'engager, c'est tellement kiffant en fait ce qu'on fait, sans nier le fait de la réalité du monde et des enjeux, mais cette joie qui est profonde et que moi je retrouve en collectif, c'est ce qui fait que je me lève tous les matins et je vous souhaite de vous engager avec ça, parce que vraiment pour moi ça fait la différence et c'est sur du long terme, parce qu'on en a encore pour des années de combat, et si on veut tenir, moi je pense que cette énergie-là, elle a un pouvoir de long terme et de durabilité. Réaction. Messieurs, vous vouliez J'allais rebondir aussi dessus. Effectivement, on passe un petit peu par tous les états émotionnels là-dessus. On va avoir cette joie qu'on a de faire des événements un petit peu tous ensemble et de sentir tous agir pour une même cause. Et dans notre cas, où on fait du ramassage de déchets, tu ramasses un jour à un endroit, tu arrives 3 jours plus tard. C'est tout aussi dégueulasse que ça l'était avant que tu ramasses. Tu fais mais pourquoi on a fait ça? Est-ce qu'on va vraiment réussir à faire changer les choses? Donc on sait qu'il y en a pour des années à se battre. Des fois, on peut aussi relativiser en se disant où on en était il y a 5 ans. Est-ce qu'on ressentait les mêmes sensibilités dans les personnes qui nous entourent sur ces questions de protection de l'environnement et tout? Et je pense objectivement qu'aujourd'hui, tout le monde a une sensibilité qui est beaucoup plus forte qu'il y a juste 5 ans, et même 10 ou 20 ans en arrière, on n'en parle pas.
Et puis il y a cet espoir aussi qu'il y a de voir que justement on peut faire changer les choses. Je disais, Camille justement nous montre qu'on peut faire plier Total, qui est l'un des plus gros lobbyistes de la planète. Nous de notre côté on mène aussi des actions avec justement des portées de plaidoyer où on a la possibilité peut-être d'un petit peu faire changer les lois. Alors après il y a aussi la question est-ce que les lois sont appliquées, ça c'est encore d'autres choses, mais voilà, on passe un petit peu partout, il y a des échecs, il y a des réussites, et il faut réussir justement à s'enrichir de ces réussites pour continuer un petit peu à porter le combat et se dire que tout n'est pas perdu. On sait qu'on va droit dans le mur, après il faut juste qu'on arrive à mettre les pieds sur le frein. Est-ce qu'une question, monsieur, devant? Merci. Merci. Alors, je m'appelle Christian Soulier, j'ai créé une association qui s'appelle Aux Sources. L'idée de cette association, c'est sur les bassins versants, on a commencé par le Lez, qui fait près de 500 km², de semer et de planter des arbres qui vont résister non pas au changement, mais au basculement climatique. Alors j'ai commencé il y a plus de 50 ans à m'intéresser à l'écologie et à agir. J'étais gamin, j'ai vu un monsieur qui s'appelait René Dumont et qui buvait un verre d'eau et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et moi, ça m'a marqué. Et en même temps, il est sorti le fameux film Soleil vert. Et à partir de là, j'ai commencé à agir avec plein de gens. J'ai connu Pierre Rabhi, qui est venu ici pendant 1 an à Violefort. J'ai travaillé un petit peu avec lui, il m'a appris la culture en zone sèche, en talus. J'ai construit en 85 une maison bioclimatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans clim, vous rentrez chez moi, il fait frais. Bon, maintenant, il faut mettre... Ce sont des maisons qui existent depuis les années 30 au Nouveau-Mexique. Il faut les orienter vers le nord, parce que maintenant, on va vers la canicule. Voilà. Et j'ai créé cette association. Voilà. Mais on a commencé, il y a très longtemps, à se battre pour le climat. Alors, je dis c'est un peu pour les ancêtres qui sont là, comme moi. Et je suis content de voir qu'il y a un collectif. Et avec mon association, j'aimerais bien y adhérer pour se fédérer et travailler ensemble. Voilà. Donc... au niveau personnel, ben écoutez, on va à vélo à l'école, on va à vélo au travail, voilà. Et puis il y a quelque chose que tout le monde pourrait faire, agir tout de suite. C'est une de mes idées. Quand je vais voir la mamie qui se trouve à l'Odève, je roule sur la 75 aux alentours de 90 km/h, pas plus. Je perds 13 minutes sur 56 km. 13 minutes. Mais je gagne la moitié de la consommation en énergie. Ça veut dire que je pollue moitié moins que les autres. Ça veut dire qu'en sortant d'ici, tout le monde peut faire quelque chose. C'est une idée. J'ai plein d'idées comme ça. Alors, voilà. Donc, je finis, je ne veux pas accaparer le... Mais voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et ce que monsieur dit, là, ça montre aussi que justement, on parle de la jeunesse qui s'engage, mais la jeunesse d'hier, c'est justement les autres générations d'aujourd'hui. Et que la jeunesse est toujours battue. Il y a toujours eu des gens pour se battre pour le climat, même il y a 50 ans, et même aujourd'hui. Heureusement qu'il n'y a pas que des jeunes qui se battent pour le climat, parce que sinon on serait paumé juste entre jeunes. On découvre... moi-même, encore à 30 ans, je découvre le monde là, économique et politique. Il y a plein de codes à découvrir, à décrypter. Et heureusement qu'on a des personnes plus expérimentées et qui sont engagées dans les mêmes combats que nous. Il y avait une question que je voulais aborder, parce que sur les clés, tu parlais de la joie tout à l'heure, de cet engagement jeune. Il y a aussi, je crois, parce que je crois que ça marche comme ça aussi au bruit qui court, dans ce qui fonctionne dans votre collectif, c'est aussi une forme de gouvernance, une forme de fonctionnement interne, qui est peut-être un peu différent de ce qu'on a pu connaître autrefois. Et j'aimerais bien un petit peu comprendre comment vous fonctionnez et pourquoi est-ce que c'est un gage aussi de qualité, d'engagement, de soin de l'engagement. Moi, je pense qu'une des questions aussi fondamentales, c'est la manière dont on s'organise et la manière dont on prend les décisions. Et pour moi, au sein du Briquicourt, on a essayé d'implémenter beaucoup d'outils de gouvernance partagée et d'intelligence collective pour montrer un peu ce modèle qu'on veut voir advenir demain, qui n'est plus un modèle extrêmement pyramidal où il y a une personne qui décide pour tout le monde, mais qui est beaucoup plus horizontal. Et pour moi, en fait, c'est vraiment incarner le monde de demain que de se questionner sur la manière dont on fonctionne en groupe et la manière dont on prend les décisions. Et du coup, on essaie de porter au maximum une culture de la coopération, parce que c'est aussi ça, en fait, ce pourquoi on se bat. Et du coup, on a vraiment, nous, un modèle qui est assez différent, où en fait, quand on fait partie du collectif, on a un droit de prise de décision, on peut choisir les projets, on a une équipe
une équipe stratégique, comme on le dit, qui pense la vision du bruit qui court et qui est élue sans candidat. Donc c'est une méthode alternative d'élection où personne ne se présente, mais en fait on fait émerger des personnes qui paraissent pertinentes. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui jamais ne se seraient dit moi j'aurais pu faire ça, qui peuvent être finalement dans cette équipe-là. On a une coordination, on a des outils et des méthodes qui, pour moi, sont aussi primordiales, puisque la manière dont on fonctionne en interne, ça montre aussi ce qu'on veut voir advenir demain. Et du coup, est-ce que tu as des anciens du bruit qui court ou d'autres collectifs qui fonctionnent de la même manière, Ouais. qui amènent ça dans les structures avec lesquelles ils bossent plus tard, dans les boîtes, que sais-je Ça se diffuse pas mal. C'est vrai que, et je l'ai vu tout à l'heure, il y a des personnes ici dans la salle qui ont fait juste même des gestes d'intelligence collective, ce que vous avez peut-être déjà vu. Je vise personne. Mais oui, en fait, cette culture-là, moi, je vois pour le coup quand même une différence générationnelle là-dedans. Entre les associations que j'ai pu côtoyer en fait, de jeunesse qui commencent à appliquer ces codes et à faire des expérimentations, de voir comment est-ce qu'on décide ensemble et comment on fait ça sans non plus que ça nous prenne trop de temps parce qu'il y a l'urgence. Et de voir la différence avec des ONG ou des associations un peu plus classiques, traditionnelles, un peu plus, qui sont là depuis un peu plus longtemps. Et ça, moi, je trouve que c'est assez marqué. La manière dont on fonctionne en interne est vraiment très, très différente. Et je trouve que c'est plein de beaux apprentissages de mutuellement apprendre de ça et de se montrer ce que ça peut apporter. C'est aussi ça la jeunesse à l'œuvre finalement, c'est aussi ce que ça peut... Et je sais que ça existe dans plein de collectifs aussi autres, hein, bien sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai vu une différence assez marquée sur ça. Est-ce une question par là? Oui, tout en haut, merci. Juste pour la transition. Merci. Pour vous répondre aussi un petit peu, parce que je pense que il faut pas négliger le pouvoir qu'on a. Et je crois que juste on a oublié ça. On a un pouvoir immense. Si tu parlais de collectif tout à l'heure, c'est vraiment ça qui se passe. Et oui, il y a le combat de la 69 en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais à moi aussi de vous donner de l'énergie, parce que vous m'en avez donné. Moi, ce que je vois avec les différents projets qu'on est en train de traiter en ce moment, il y a des combats. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui se passent au Svalbard bientôt. Ils veulent aller dans les fonds marins, etc. Machin. En fait, il y a des bras de fer qui se jouent et on commence à les gagner. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais c'est un peu comme si j'entrevoyais un petit peu la suite. Et je pense ça va être de plus en plus fort. Et le souci du collectif et le fait de faire groupe commence aussi, de notre côté, on en est un peu la représentation ici, mais ça commence à venir. Et moi, je le vois vraiment chaque jour, dans chaque combat qui arrive, c'est de plus en plus fort. La marée est de plus en plus grande. Et on sera là, tout le temps. On sera là jusqu'au bout, quoi. Madame au fond. Oui, bonsoir. Bah oui, c'est madame. Moi aussi, je suis près du demi-siècle. C'est madame pour mais tout le monde, j'ai été jeune aussi, je sais. J'ai été jeune un jour. Alors, je partage avec Solal le même nom. Je m'appelle aussi Moisan. Je ne sais pas si toi aussi, tu es de Bretagne. Maman okay. Oui, voilà, c'est ça. Et le Simon aussi, je pourrais être ta mère, effectivement. Donc, j'interviens, donc je m'appelle Moisan Dorothée. Et en fait, déjà, première chose par rapport à... Enfin, j'ai une question pour toi à la fin, mais juste une petite remarque d'abord. Il se trouve que moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les éco-optimistes, remède à l'éco-anxiété, et en fait je retrouve dans tout ce que vous dites là les points que moi j'ai remarqués. Alors c'est des portraits en fait de gens, parce que moi aussi je suis tombée dans l'éco-anxiété, puisque je suis journaliste sur les questions de climat et d'environnement. Et donc tout simplement j'étais chercher pêcher des gens qui eux avaient compris, savaient comment sortir de cette éco-anxiété, qui avaient compris qu'on allait dans le mur, parce qu'effectivement pour l'instant la situation n'est pas extrêmement riante. Et donc j'avais été voir des gens, certains que tu as interviewés, puisque Heidi Sevestre est une de ces éco-optimistes, et Louise Arrivé qui sera demain aussi à Monde Nouveau en est une. Et le point commun, en fait, c'est pas une étude scientifique ni sociologique, mais un des points que j'ai tout simplement constaté auprès de ces gens-là, c'est l'action. Ce que vous disiez tous les trois, de toute façon, c'est assez simple. Le collectif, un des points, pas systématiquement le collectif. En fait, le collectif est un point important, c'est le lien. C'est le lien. Après, que ce soit en action collective, on peut aussi être seul à agir, mais du moment qu'on est lié aux autres. L'audace. On a aussi évoqué dans votre doc, il y avait quand même l'histoire de sortir de sa zone de confort. Quand on allait sur ce bateau en se disant mais putain, mais qu'est-ce qu'on a fait? On est quand même sorti de sa zone de confort pour y aller. Et en fait, après coup, quand on dépasse sa peur, on va quand même très loin. Donc voilà, donc tout ce que vous dites, de toute façon, c'est les meilleurs moyens d'en sortir de cette éco-anxiété pour de toute façon réussir à agir et avoir des résultats.
Et je reviens juste sur ce que tu disais. Ah, petit aparté, j'ai bossé sur le plastique. Clope, c'est un petit combat choisi, c'est un combat énorme et essentiel sur les mégots. 75% d'acétate de cellulose dans un mégot, c'est un point essentiel. Donc ça, c'est clairement un point... Merci beaucoup. Il y a des petits combats, celui-là, il est énorme. Et courage, parce que les lobbies de la clope, justement, c'est pas les plus petits. Tu disais au début de en tout cas du doc, tu disais, moi, je suis pas comme Camille. Je ressens pas ça de la même manière, en fait. J'ai pas... peut-être que je me rends pas bien compte, peut-être que je le reformule mal, hein, mais tu me diras. Je me rends pas bien compte de ce qui nous attend, en fait. Et finalement, j'arrive à vivre, en fait. J'arrive à vivre avec tout ça. Est-ce qu'après ce doc, après avoir surtout être accompagné Camille, qui, je pense, quand même, te fait plonger encore plus profondément là-dedans, est-ce que tu as changé avec ces mois ou ces années? Parce que je vois ICOP, j'ai bossé sur ICOP aussi, donc ça date un petit peu tout ça. Est-ce que tu as changé? Ou est-ce que tu as peut-être changé ta façon de communiquer avec les autres? Voilà, et comment ça t'a fait évoluer? Ça m'intéresse de le savoir. Merci. Merci. Alors Dorothée, tu n'es peut-être pas ma mère, mais c'est la famille ici en fait. J'ai l'impression. Alors, ouais, j'ai commencé. En gros, quand on commençait à faire le montage documentaire, on se demandait tiens, qu'est-ce qui se dégage de nos énergies? Parce que évidemment, les récits, ça se construit en fait en fonction de. On essaye d'avoir des enjeux, etc. Par exemple, Jade, quand elle monte, c'est vraiment pas anecdotique, c'est assez drôle. C'est comment prendre un élément de la vie réelle pour en faire un élément cinématographique. C'est-à-dire que quand il y a Jade qui monte sur ce grand mât, l'équipage nous a parlé, et notamment Guénola m'expliquait à quel point c'était marrant de monter sur le mât, et elle me regardait comme ça très précisément en me disant quelque part, tu vas monter sur le mât, quoi. Et Jade la voyait comme ça. Comme ça. Et en fait, ce qui s'est joué à ce moment-là pour elle, en tant que personnage aussi, quelque part, c'est prendre place dans cette aventure, puisque avec Camille, on est meilleurs amis. Pourquoi je parle de ça? Ça paraît un peu bizarre de faire le lien. C'est juste que petit à petit, on a essayé de voir qu'est-ce qui transpirait dans les images. Et chez moi, effectivement, c'était ça. C'était la peur de pas ressentir les choses. Ça, c'est une peur que j'ai depuis très longtemps. Et notamment au niveau du climat. Parce que j'ai certes grandi dans la campagne et tout, mais voilà, le fait est que le changement climatique est un peu moins visible dans cet endroit-là, particulièrement. Et donc j'avais peur de ne pas voir le feu, quoi. Et ouais, il y a eu 2 endroits précisément où je me suis pris des claques, souvent, comme je dis, un peu en retard. C'est-à-dire que tu te prends un claque, puis tu la ressens quelques jours après. C'est effectivement le glacier, mais ça, j'en parle un petit peu dans le documentaire. Mais je crois que le véritable... Je dis pas déclic parce qu'en fait c'en est un, mais c'en est parmi les déclics que j'ai eu et que je vais avoir. C'est comme ça que je le perçois moi, les déclics. Mais le moment où on est devant ces animaux, c'est ce truc-là moi qui m'a marqué. Je me dis mais je me sens hyper fébrile quand je les vois. Dans ce moment-là avec Jérémy, je l'ai un peu perçu après, et ça m'a permis de me sentir plus grand. Et alors l'idée derrière ça, c'était de me dire, ok, si moi je ressens ça, peut-être que le spectateur aussi, une part de lui, voilà. Et on a une responsabilité en fait en tant que comment dire, que conteur d'histoire, c'est essayer de réfléchir à effectivement nouveaux récits. On parle tout le temps de nouveaux récits. Des fois, c'est pas toujours concret, mais c'est essayer de changer la manière, en tout cas l'histoire qui est rattachée à quelque chose, que ce soit la société ou un objet. Cyril Dion parle souvent de ça. Il dit, en fait, on ne fait qu'histoire. Nous ne sommes qu'histoire. L'argent qu'on dépense chaque jour, elle n'existe que parce qu'on se raconte l'histoire qu'elle a de la valeur. C'est toujours comme ça que ça se passe dans notre société. Et donc, quand tu parlais, je fais le lien aussi avec toi, sur la clope et sur ce qui se passe dans les films, on a une responsabilité en tant que conteur d'histoire pour faire advenir un monde qu'on veut faire advenir. C'est-à-dire, on ne peut pas aller dans une direction sans l'imaginer au préalable et essayer de prospecter un peu où est-ce qu'on pourrait aller. Et donc, rattacher une nouvelle histoire sur sur la cigarette, mais sur plein d'autres aspects. Nous, on a une responsabilité énorme, et je vois au travers des différentes histoires qui sont en train d'émerger, parce qu'évidemment, moi, je suis un peu dans le milieu, donc je vois un petit peu ce qui est en train de se faire, que ça soit à la fois dans ce qui est raconté, dans comment ça va être fait, parce qu'évidemment, il y a un enjeu énorme. Si jamais vous avez envie de voir comment est-ce qu'on raconte une histoire aujourd'hui, je vous envoie vers Glacier et le making-of de Glacier qui explique un peu l'aventure humaine qui s'est passée derrière.
il y a vraiment des choses qui vont arriver aussi en termes de récit. Je fais que parler de qu'est-ce qui va arriver. Attention, il va y avoir plein de trucs. En fait, ouais, c'est en train d'arriver aussi en termes de récit, et ça va influencer évidemment la société. Et on ne fait que ça. On ne fait que parler de nous-mêmes au travers de ces films-là. On a envie de décaler le regard pour essayer de se regarder, se dire est-ce qu'on pourrait pas changer ça, et est-ce qu'on pourrait pas aller dans cette direction-là. Glacier pour la petite histoire, qui est donc ce concert symphonique sur un glacier près du village de Camille, si je ne m'abuse. Oui, on a juste eu l'envie de raconter, de faire un discours un petit peu différent et de raconter aussi une histoire. On voulait qu'il y ait un orchestre en haut des montagnes, parce que c'est les moments où les glaciers fondent, etc. On voulait quelque chose de symbolique. Et on s'est dit, mais on n'est pas Clint Eastwood, comment est-ce qu'on va faire ça? Et on n'a pas le budget aussi. Et c'est assez fou ce que vous faites, de vous voir monter tout le matos, les instruments et tout ça, c'est voilà. assez dingue. Bah, du coup, voilà, il y a toute une équipe qui se met en place pour faire les choses autrement. Et il y a vraiment des possibilités en fait. Alors, moi, je voulais juste profiter justement de ce que tu disais par rapport au fait de comment on raconte des histoires, avec encore ce jet de mégot qu'on voyait beaucoup dans les films hollywoodiens. Justement, dernièrement, j'ai été très surpris positivement en regardant certaines séries, certains animés de manga, où justement les fumeurs sortent leur cendrier de poche. Cendre. Si. Et dans de plus en plus de films et de séries, je perçois ce petit détail, et c'est... ça peut paraître rien du tout, mais le fait que les réalisateurs aient pensé à mettre des choses comme ça pour en fait sensibiliser, il n'y a rien de mieux pour sensibiliser justement des gens à ça, ceux qui sont pas qui ont pas la connaissance du cendrier de poche en tête, par exemple, ils voient ça, ils se disent mais qu'est-ce que c'est, et puis s'ils le revoient une deuxième fois et tout, c'est des choses qui peuvent s'ancrer assez rapidement grâce à la culture et grâce au fait de raconter des histoires. Et un autre exemple un petit peu dans le même genre, mais qui est un peu à l'opposé, c'est le film de Tarantino, Il était une fois à Hollywood, où justement tout le long du film, mais ils ont abusé là-dessus à fond, ils jettent tout le temps les clopes par terre. Incroyable. Mais justement, ça a été fait exprès pour attirer l'attention des gens là-dessus, en se disant mais à quel point ils fument, à quel point ils jettent, ils sont dégueulasses et tout. Et c'est un truc qui est ressorti un petit peu de ce film après. D'une façon, ils ont utilisé une méthode différente, mais voilà, raconter des histoires juste avec des petits détails, ça peut ancrer des choses très fortes chez les personnes. Voilà, par l'absurde, quoi, jusqu'au bout, quoi. Alors malheureusement, du coup, là, on arrive à la fin de cette soirée. Je voulais peut-être conclure assez. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'aimerais vous poser la question en tant que jeune. Mais pourquoi on se bat? Pourquoi vous battez en fait, et faire peut-être juste trouver cette espèce d'énergie qui vous fait ou penser ou autre. Est-ce qu'on peut répondre à cette question même? Voilà, pourquoi est-ce qu'on se bat? Julie Pasquet. Je suis en pleine réflexion. Tu veux pas... si ça pourrait faire une dissertation de 18 pages. C'est... Là, je vais répondre instinctivement, mais on parle beaucoup en effet de... On se bat pour la nature, se battre pour protéger la planète, se battre pour protéger la biodiversité. Moi, je le fais pour protéger la vie et pour protéger aussi les êtres humains qui la peuplent. C'est quand même aussi ça, vraiment, le combat. Et du coup, moi, je me bats pour ça et je le fais avec joie et je le redis parce que pour moi, c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça dont on a besoin en termes de récit de demain, de montrer qu'en fait, notre histoire à nous et ce qu'on essaie de construire, en fait, c'est beaucoup plus stylé, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus joyeux que l'avenir qu'on nous promet aujourd'hui dans cette société-là. Solal. Moi, j'ai un petit peu répondu rapidement, mais peut-être pour compléter. Moi, il y a un petit truc chez moi, c'est un peu de tromper l'histoire. C'est essayer de se dire qu'on va aller autre part que ce qu'on pense, en fait. Et plus que ça, je dirais aussi... moi, je me suis demandé, on voulait créer une boîte de prod avec Camille pour faire des films, et je l'ai appelé For Humans. C'est un peu pour toi, c'est un peu par rapport à ce que tu dis, c'est le côté on se bat pour les humains. Mais en fait, c'est se poser la question, mais on a une petite vie, on a une petite goutte d'eau dans notre existence, où est-ce qu'on met notre énergie, où est-ce qu'on veut aller, quoi. Je trouve ça trop bizarre de se dire qu'on va pas amener quelque chose de positif. Tu vois, j'ai envie que philosophiquement, qu'est-ce qu'on veut faire. Et pour moi, c'est ça, c'est me dire pourquoi est-ce que je me bats, mais je veux juste mourir en me disant mais ok, c'était cool, quoi. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu, tu vois. Et j'ai juste envie de ça, c'est tout. Et Florestan, alors,
Pourquoi tu te bats? Pourquoi on se bat? J'ai envie de dire pour une raison beaucoup plus égoïste en fait au final. Je vais essayer de prendre ça sous un prisme un petit peu égoïste, où la raison qui m'a emmené moi à m'investir dans des causes justement de protection de l'environnement, je me suis engagé assez tard en fait dans ma vie. J'étais plus si jeune que ça, j'avais 25 ans quand j'ai commencé à me mettre dans des associations de protection de l'environnement. Mais ça veut pas dire que j'avais pas de sensibilité à ça avant. J'étais moi-même impliqué, j'essayais de changer des choses dans mon propre quotidien, mais le sentiment que j'ai eu avec le temps, c'était de me rendre compte que tout était en train de s'effondrer, tout était en train de changer. Suffit de voir que même juste à l'échelle de nos vies, quand j'étais gosse, on roulait en voiture, on avait des insectes plein le pare-brise. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Comment, dans des temps de vie aussi courts, on peut avoir des changements aussi intenses? J'étais, comme je disais tout à l'heure, sidéré par rapport à tout ça, et il y a un moment, tu sais pas quoi faire. Et pourquoi on se bat, c'est justement juste pour sentir qu'on fait partie de quelque chose et que justement notre existence sur Terre n'est pas vaine, on n'est pas juste là pour passer un temps sur Terre et puis on a fait notre temps et puis voilà. Non, il faut qu'on essaye d'impliquer des choses positives, de se battre justement pour la vie en général, mais c'est un combat qui aussi, plutôt que de le mettre sur des notions très... je perds mes mots. De générosité, de combat pour les autres, combat pour le vivant en général. Il faut peut-être aussi le rapporter à des dimensions un peu plus personnelles et faire en sorte que justement les personnes vivent pour elles aussi en premier lieu. Et donc voilà, le recentrer sur soi. On a des valeurs, on pense que la vie c'est beau, que les animaux valent la peine d'être préservés, que la biodiversité doit être sauvegardée. Et agissons, mais juste pour nous aussi, c'est important. Écoutez, je vous propose de repartir avec cette question pour vous-même. Pourquoi on se bat? Pourquoi se battre? Et c'est peut-être ça, du coup, le secret d'être toujours jeune et d'être toujours jeune à l'œuvre. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup vous trois. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Et merci au Monde Nouveau pour cette rencontre.